C'était le 20 décembre et tout le quartier se préparait pour les fêtes de Noël. Rien ne laissait présager que le quartier allait être secoué par une histoire venue d'un autre monde. Madame Domé était en deuil. Cela faisait maintenant 22 jours qu'elle avait perdu son mari. Celui-ci avait péri lorsque le car de transport qui le conduisait en mission à la côte avait sauté sur une bombe placée sur le chemin par des séparatistes. Elle était dans un chagrin énorme mais se devait de rester forte pour leurs 2 enfants qui étaient en classe de terminale et qui se préparaient à rentrer à l'université. Elle se demandait d'ailleurs si elle allait pouvoir toute seule être à la hauteur des attentes nécessaires pour pousser les enfants jusqu'à leur insertion dans le marché de l'emploi. Heureusement, quelques membres de la famille avaient accouru dès l'annonce de l'attentat pour la soutenir et maintenir sa santé mentale. Au début, elle avait beaucoup pleuré en suppliant le Seigneur de lui faire la faveur d'un miracle mais commençait à accepter la situation. Face à la gravité et à la violence de l'explosion, le gouvernement s'était chargé d'enterrer rapidement les restes de chair retrouvés sur place. Aucun corps n'ayant été retrouvé en entier, le gouvernement s'était servi du bordereau d'embarquement pour informer les familles et présenter ses condoléances. La situation avait été très difficile pour la famille d'Ndomé qui devait faire le deuil sans un corps à la morgue ou à la maison. À cause du fait que décembre était un mois très chargé par les fêtes, les Ndomé avaient décidé d'organiser le deuil officiel après la période des fêtes. Pourtant, lorsque les voisins entendirent Madame Domé crier cette nuit-là, tous étaient certains qu'il ne s'agissait pas de pleurs de deuil. Madame Domé était sortie du sommeil, pour constater que son mari était couché à côté d'elle. Il était présent en chair et en os. Alors que Monsieur Ndomé essayait de tranquilliser sa femme en lui demandant de se calmer, il mit la main sur son épaule comme pour la rassurer qu'il ne pouvait pas lui faire du mal. Ce geste fit bondir Madame Domé du lit. Elle se précipita au salon en criant au fantôme. Elle appelait au secours et invoquait en même temps tous les cantiques religieux qui lui venaient en tête. Lorsque les autres membres de la famille sortirent de leur sommeil, les plus courageux se risquèrent à aller jeter un coup d'œil dans la chambre de Madame Domé. Ils furent également stupéfaits de constater que le fantôme de Monsieur Ndomé était bien assis sur le lit, un peu ébahi et leur demandait de rester calmes. Les cris et les appels à l'aide permirent l'arrivée rapide des voisins. Du plus jeune au plus vieux, tous étaient dépassés par les événements. Personne n'arrivait à comprendre comment un fantôme pouvait ainsi se pointer en plus chez une chrétienne pratiquante et à quelques jours de la fête de Noël. Certains questionnèrent la famille à savoir si Monsieur Ndomé n'avait pas un frère jumeau. Madame Domé les rassura rapidement en disant qu'il était bien né tout seul et était le dernier enfant à ses parents. En plus, elle avait personnellement fermé la porte avant de se coucher. Et la porte était toujours fermée lorsqu'elle l'avait ouverte pour laisser entrer les voisins ayant répondu à son cri de détresse. Ils avaient aspergé le fantôme avec de l'eau bénite mais celui-ci était toujours resté assis sur le lit. L'eau bénite avait juste coupé la parole. Le fantôme était toujours assis, le regard vide et silencieux. La tante de Madame Domé qui dormait dans la maison cette nuit-là s'était dépêchée d'envoyer chercher le grand marabout du coin afin qu'il vienne évacuer le fantôme de la maison. De son côté, Madame Domé avait appelé son pasteur et avait supplié celui-ci de venir exorciser la maison. Alors que les jeunes du quartier avaient proposé de brûler le fantôme, les vieux avaient rapidement balayé cette idée puisqu'il n'y avait pas de marabout sur les lieux pour déplacer le fantôme dehors afin qu'on le brûle. On ne pouvait envisager de brûler la maison de la veuve. Une fois informée de cette histoire mystique, la police s'était rendue sur place pour notamment éviter tout débordement. À la vue des policiers, le fantôme s'était à nouveau mis à parler et se présentait comme étant Monsieur Ndomé. Lorsqu'Essono le vieux policier avait demandé au fantôme pourquoi il avait décidé de perturber sa famille déjà affectée par son départ, le fantôme dans une voix cassée avait juste répondu qu'il ne pouvait pas faire du mal à sa famille. Il avait même proposé à la police de le conduire au poste de police. À ce moment arriva le marabout. Dès qu'il entra, il se mit à fouetter le fantôme en demandant à la police de reculer. Il le fouettait avec un arbuste fraîchement arraché dans un cimetière en lui demandant de se lever et de le suivre. Face à la douleur, le fantôme sortit précipitamment de la chambre. Le marabout sourit et comme pour se vanter demanda à la police, « Vous voyez ? Il va retourner d'où il vient. » Une fois au salon, il continua à fouetter le fantôme en récitant quelques formules dans une langue dont lui seul pouvait comprendre. Le fantôme avait visiblement mal à chaque coup de fouet et s'était mis à esquiver les coups de fouet en contournant les canapés. Puis contre toute attente, il s'écroula en criant « Attendez, je vous explique. » Essono le policier demanda au marabout d'attendre. Il lui fallait des éléments pour son rapport.
C'est alors que le fantôme commença son récit. Il informa qu'il était effectivement entré dans la maison tard dans la nuit en faisant des efforts pour que son entrée ne soit pas détectée. Il voulait voir le regard de Madame Domé lorsque celle-ci allait se réveiller. Il informa aussi qu'il venait de la République centrafricaine. Le policier le coupa pour lui demander pourquoi il avait fait tout ce trajet pour perturber la veuve et les enfants. C'est alors que le fantôme éclata en sanglots. Dans un cri à percer le tympan, il déclara « Je ne suis pas un fantôme ». Il expliqua qu'il avait rencontré il y a quelques années une fille avec qui il sortait. Cette dernière lui avait fait un enfant et depuis elle lui faisait du chantage chaque fois qu'il refusait d'obéir à ses demandes. Or, pour cette année, elle avait exigé qu'il passe le temps des fêtes avec elle et l'enfant. Afin d'acheter la paix, il avait organisé un voyage de 3 semaines avec elle à Bangui en République centrafricaine. Il avait donc simulé la mission pour préserver la santé mentale de sa femme. En effet, depuis qu'il avait commis cette erreur de faire un enfant avec sa maîtresse, il était dans le regret mais ne savait pas comment elle allait prendre la situation. Il avait plusieurs fois pris la décision de l'informer pour sortir de la pression de sa maîtresse mais avait chaque fois manqué de courage. Il avait acheté un billet de voyage, s'était rendu à l'agence avec sa femme, lui avait dit au revoir et avait pris place dans le car de voyage. Seulement, après avoir quitté la ville, il était descendu 8 km plus loin où l'attendait sa maîtresse. Il avait prétexté avoir oublié un document important dans un restaurant près de l'agence pour calmer les autres passagers qui s'étonnaient de le voir descendre quelque temps seulement après le départ. Il était allé comme prévu en République centrafricaine avec sa maîtresse leur offrir leur part de fête de fin d'année. C'est seulement lorsqu'il était revenu dans la ville qu'il avait eu la surprise. En effet, lorsqu'il avait allumé son téléphone, pour dire à sa femme qu'il était à nouveau dans le réseau mobile, il avait eu la surprise de sa vie. Il faut noter qu'il avait pris la peine de laisser son téléphone éteint pendant tout le séjour en République centrafricaine. Donc c'est en allumant son téléphone qu'il avait noté qu'on parlait de ses obsèques dans le WhatsApp de la famille. Il y avait parallèlement noté que le bus dans lequel il était censé avoir voyagé avait explosé sur une bombe et tous les passagers avaient été déchiquetés. Il avait beaucoup réfléchi lorsqu'il avait appris ces nouvelles et s'était beaucoup questionné à savoir s'il fallait qu'il rentre ou qu'il s'installe une fois avec sa maîtresse. Seulement il aimait beaucoup sa femme et ses enfants et avait décidé d'affronter la situation en rentrant à la maison. Il se disait d'ailleurs que sa femme allait lui pardonner même son voyage en République centrafricaine puisque s'il était resté dans ce car il serait effectivement mort. Il arrêta son récit et se tourna vers sa femme qui entre-temps, devant tous les aveux, s'était laissée tomber par terre et pleurait à chaudes larmes. Il était impossible de savoir s'il y avait de la joie de retrouver son mari dans ses larmes, s'il y avait de la rage de l'infidélité de son mari dans ses larmes ou si c'était simplement une explosion d'un mélange de douleurs. C'est à ce moment que le policier Essono décida d'emmener Monsieur Ndomé au poste de police. La tante de Madame Domé s'était précipitée pour demander à Madame Domé de ne pas repousser son mari et de lui pardonner. Elle rappelait que depuis l'annonce du décès, elle avait toujours invoqué le Seigneur en soulignant qu'elle voulait un miracle. Voici que le Seigneur avait répondu en lui donnant son miracle. Il fallait donc qu'elle soit assez sage. Après avoir été entendu par la police, Monsieur Ndomé avait été libéré et était retourné chez lui la peur dans le ventre, ne sachant pas comment allait réagir son épouse. Nous arrêtons cette histoire à ce niveau, en te demandant ce qu'elle t'inspire. Penses-tu que Madame Domé devait tout pardonner à son homme et recommencer la vie normale? Quel est ton avis sur le fait que Emer Ndomé aurait pu être brûlé vif s'il s'était retrouvé dehors? As-tu d'autres cas de situations où les hommes tricheurs se seraient retrouvés dans une situation rocambolesque en allant voir leur maîtresse? Merci de nous laisser tes commentaires. Abonne-toi si ce n'est encore le cas et surtout like et partage.